Un diagnostic terrifiant à 22 ans. Un amour foudroyant brisé par la mort. Une trahison financière qui anéantit des rêves. Véronique Jeannot, l'icône inoubliable de Pause Café, a affronté des épreuves qui auraient brisé les âmes les plus robustes. Comment une femme, frappée par un cancer dévastateur, a-t-elle pu captiver des millions de cœurs avec son éclat à l'écran? Comment a-t-elle défié l'impossible pour devenir mère malgré tout? Et comment, après avoir perdu l'amour de sa vie, a-t-elle continué à rayonner d'espoir? Sa vie est une saga de douleur, de courage et de renaissance, où la trahison, les scandales publics et les luttes intimes se mêlent à une résilience indomptable. Plongée dans un récit où chaque épreuve devient une leçon, chaque chute une ascension, chaque larme un éclat de lumière. Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les destins extraordinaires prennent vie à travers des histoires de triomphe face à l'adversité. Si vous êtes passionné par les récits de courage, d'amour et de persévérance, vous êtes au bon endroit. Avant de nous immerger dans l'histoire bouleversante de Véronique Jeannot, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à Infinite Star et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Partagez ce récit avec vos proches, car l'histoire de Véronique est une ode universelle à la résilience, à la bienveillance et à l'humanité face aux tempêtes de la vie. Préparez-vous à découvrir une femme dont le cœur, malgré les cicatrices, n'a jamais cessé de battre pour les autres. Allons-y. Véronique Jeannot naît le 7 mai 1957 à Annecy, en France, dans une famille modeste où l'amour et la simplicité prédominent. Fille d'un employé de banque et d'une mère dévouée à ses enfants, elle grandit dans un cadre chaleureux mais sans luxe, entourée des montagnes savoyardes qui nourrissent son imagination. Dès son adolescence, elle rêve de scènes, de récits, de personnages à incarner. À 15 ans, elle fait ses premiers pas à la télévision dans Le Jeune Fabre, 1972, sous la direction de Cécile Aubry. Son visage lumineux, son sourire chaleureux et sa sincérité naturelle captivent immédiatement. Sa présence, empreinte d'une douceur naturelle, séduit les réalisateurs, qui voient en elle une étoile montante. Elle enchaîne avec des rôles dans Paul et Virginie et Aurore et Victoria, se forgeant une place dans le cœur des téléspectateurs. Ses premières expériences, bien que modestes, lui apprennent la discipline du métier et l'art de transmettre des émotions brutes. À 22 ans, en 1979, elle décroche un rôle dans Le Toubib aux côtés d'Alain Delon, une étape qui promet de l'emmener au sommet. Ce film, où elle incarne une infirmière confrontée aux horreurs de la guerre, marque un tournant, lui offrant une visibilité auprès d'un public plus large. Mais alors qu'elle savoure les prémices de la gloire, le destin la frappe avec une cruauté impensable. Des symptômes inquiétants la poussent à consulter. Des douleurs persistantes, une fatigue inexplicable et un pressentiment qu'elle ne peut ignorer. Le verdict est un coup de tonnerre, un cancer de l'utérus, une forme agressive, diagnostiquée à un âge où la vie semble pleine de promesses. À 22 ans, alors que d'autres rêvent d'amour et de maternité, Véronique doit lutter pour sa survie. La chimiothérapie commence immédiatement, un traitement brutal qui ravage son corps. Elle perd ses cheveux, sa peau s'abîme, son énergie s'évanouit. J'étais si faible que je ne pouvais plus monter les escaliers, confiera-t-elle à Télé Loisirs des années plus tard. Les séances, interminables, la laissent épuisée, parfois incapable de tenir debout. Chaque injection est un combat, chaque jour une épreuve. Mais le choc physique n'est rien comparé à la douleur psychologique. Les médecins sont catégoriques, le traitement la rendra stérile. Pour Véronique, qui rêvait depuis toujours de porter un enfant, c'est un coup dévastateur. C'était comme si on m'amputait d'une partie de moi, avoue-t-elle à des amis proches. Cette perte, plus que la maladie elle-même, la brise. La peur de mourir est omniprésente, mais la perte de sa fertilité la plonge dans un désespoir profond. Elle sombre dans un tunnel de ténèbres, envisageant même de mettre fin à ses jours. S'il y avait eu une chimio de plus, je me serais peut-être jetée sous un métro, dira-t-elle. Elle confie à ses proches des nuits passées à pleurer, se demandant pourquoi le destin s'acharne. Pourtant, dans l'obscurité, une étincelle s'allume. Peut-être un héritage de son éducation, peut-être un instinct de survie indomptable. Sa mère, pilier de force, lui rappelle les petites joies de la vie, un lever de soleil, un rire partagé. Véronique décide de vivre, malgré tout. Elle traverse les traitements, un pas douloureux après l'autre. Son corps survit, mais son esprit doit se reconstruire des ruines. Elle découvre la philosophie bouddhiste, qui lui enseigne l'acceptation et la gratitude. Les enseignements du Bouddha, découverts dans des livres prêtés par une amie, lui offrent une boussole, vivre dans le présent, accepter ce qui ne peut être changé. Même brisée, la vie peut encore briller, croit-elle. En 1981,
après une rémission miraculeuse, elle revient sur les plateaux avec une détermination farouche. On lui propose le rôle de Joëlle Mazar dans Pause Café, une assistante sociale empathique qui aide des jeunes en détresse. Ce rôle semble taillé pour elle. Véronique y insuffle son courage, sa douleur, son humanité. Chaque scène est une offrande, un moyen de transformer sa souffrance en connexion avec les autres. Le public, ignorant les batailles qu'elle a menées, est captivé par son authenticité. Des millions suivent les épisodes, touchés par Joëlle, sans savoir que l'actrice a elle-même regardé la mort en face. Les thèmes de la série famille, enfants, avenir rouvrent ses blessures, mais Véronique refuse de fuir. Elle transforme sa douleur en force, offrant une performance si sincère qu'elle marque une génération. Dans les coulisses, elle travaille sans relâche, apprenant à canaliser ses émotions pour donner vie à Joëlle, une femme qui, comme elle, croit en la rédemption des âmes perdues. En parlant ouvertement de son cancer, elle compare l'expérience à une météorite, pulvérisant son monde, mais l'obligeant à bâtir des fondations plus solides. Cette épreuve forge son empathie, sa capacité à voir la douleur des autres, un don qui définira sa carrière et sa vie. Elle devient une voix pour ceux qui souffrent en silence, partageant son histoire dans des interviews avec une sincérité désarmante, inspirant d'autres à ne pas abandonner. Les années 1980 auraient pu être une décennie de triomphe ininterrompu pour Véronique, mais elles furent aussi marquées par des chagrins qui auraient brisé bien des cœurs. À l'été 1980, sa vie bascule lors d'un shooting photo pour un magazine automobile. Elle y rencontre Didier Pironi, pilote de Formule 1 et étoile montante de Ferrari. Entre eux, l'alchimie est immédiate, un coup de foudre si puissant qu'il défie la raison. Didier, avec son charisme audacieux et son regard intense, incarne un monde de passion et de danger qui captive Véronique. Mais un obstacle se dresse, Didier est marié. Leur amour naît dans l'ombre, fait de rendez-vous secrets et de week-ends volés, loin des paparazzis. Ils se retrouvent dans des hôtels discrets, échangent des lettres enflammées, vivent chaque instant comme s'il était le dernier. Malgré la clandestinité, Véronique décrira cet amour comme le plus intense de sa vie. Didier, passionné, brillant, vivant pour l'adrénaline, la fascine autant qu'il l'effraie. Entre 1980 et 1981, leur relation brûle d'une intensité rare, deux âmes s'accrochant à des instants précieux. Chaque moment ensemble est une évasion, un refuge contre les jugements du monde extérieur. En août 1982, le destin frappe à nouveau. Lors d'une course à Hockenheim, Didier est victime d'un accident terrible, brisant ses deux jambes et mettant fin à sa carrière en Formule 1. Les images de la voiture disloquée hantent Véronique, qui apprend la nouvelle par un appel urgent. Sans hésiter, Véronique met sa carrière en pause pour être à ses côtés. Pendant des mois, elle l'accompagne à travers les opérations et la rééducation, partageant ses rêves d'une vie nouvelle, peut-être ensemble, au grand jour. Elle passe des nuits à l'hôpital, tenant sa main, lisant pour lui, croyant en sa guérison. Mais Didier ne peut renoncer à l'adrénaline. En 1987, après une convalescence partielle, il se lance dans les courses de bateaux offshore. Véronique, déchirée entre admiration et terreur, le voit replonger dans le danger. Elle tente de le dissuader, mais son esprit libre refuse d'être enchaîné. En août 1987, un nouveau drame survient. Son bateau chavire près de l'île de White et Didier perd la vie. Véronique est anéantie. Une partie de moi est morte avec lui, confiera-t-elle. Ce choc ravive ses craintes d'un retour du cancer. Persuadée que le stress pourrait réveiller la maladie, elle consulte frénétiquement, terrifiée par une nouvelle chimiothérapie. Elle se tourne vers l'homéopathie, l'acupuncture et un régime holistique, passant des heures à étudier des approches alternatives, déterminée à protéger son corps fragile. Contre toute attente, elle survit, mais le vide laissé par Didier reste béant. Elle garde précieusement une photo de lui, un sourire audacieux figé dans le temps, un rappel doux amer de cet amour perdu. Des années plus tard, elle rencontre Laurent Voulzy, star de la chanson française. Leur première conversation, au milieu des années 1980, est une bouffée d'oxygène après tant de ténèbres. Lors d'une soirée parisienne, Laurent, avec son humour léger et sa sensibilité poétique, brise les murs que Véronique avait érigés. Leur duo Désir devient un hymne, et leur amour, fondé sur le rire et la créativité, semble un refuge. Ils partagent des nuits à écrire, à rêver, à imaginer des projets artistiques. Pendant près de 10 ans, ils tentent de construire une vie ensemble, mais des fissures apparaissent. Véronique, marquée par ses traumatismes, aspire à la stabilité. Laurent, esprit libre, vit pour l'inspiration. Au début des années 1990, ils se séparent sans amertume.
Mon attachement pour lui durera jusqu'à ma tombe, dira-t-elle avec tendresse, célébrant sa douceur et son génie. Cet amour, bien que fini, lui a redonné goût à la vie, prouvant sa capacité à aimer malgré les blessures. Elle garde un souvenir ému de leurs moments partagés, des chansons nées de leur complicité, et d'une époque où l'art et l'amour semblaient pouvoir tout guérir. Malgré la perte de sa fertilité, Véronique refuse de renoncer à la maternité. Au milieu des années 2000, elle fonde Grain d'Avenir, une association pour aider les enfants tibétains en exil à préserver leur culture et à recevoir une éducation. Inspirée par un voyage au Tibet et une rencontre avec le Dalai Lama, elle s'engage corps et âme dans cette cause, voyant dans ses enfants un reflet de sa propre résilience. Lors d'un voyage à Dharamsala, en Inde, elle rencontre Migmar, une fillette de 8 ans. Leur lien est instantané. Les yeux pétillants de Migmar, son sourire timide mais plein d'espoir, touchent Véronique au plus profond. Véronique commence par parrainer Migmar, lui offrant soutien et opportunités. Elle finance ses études, lui envoie des lettres, des cadeaux, tissant un lien à distance. Au fil des années, leur relation s'approfondit. Les appels deviennent des étés en France, et un jour, Migmar refuse de repartir. En 2013, à 15 ans, Migmar est adopté par Véronique, une décision qui bouleverse leur vie. Ce fut un tsunami joyeux, dira-t-elle. L'adoption d'une adolescente, avec ses blessures et ses rêves, n'est pas simple, mais elle tisse un lien indéfectible. Migmar, marqué par l'exil, apprend à naviguer dans une nouvelle culture, tandis que Véronique découvre les joies et les défis d'être mère. Elle partage des rires, des disputes, des moments de complicité autour de plats tibétains ou de films français. Aujourd'hui, Migmar, 25 ans, est une jeune femme aspirant au cinéma, partageant sa voix via une chaîne YouTube. Pour Véronique, cette maternité, née de l'amour plutôt que du sang, est une victoire sur le destin. Perdre la possibilité d'avoir des enfants m'a forcé à ouvrir mon cœur plus largement, confiera-t-elle, prouvant que la maternité prend bien des visages. Ce lien avec Migmar devient son ancre, un rappel que l'amour peut transcender les frontières et les épreuves. En 2019, un nouveau coup frappe Véronique, une escroquerie orchestrée par Robert L., un Suisse charismatique. Ce dernier, avec son train de vie luxueux week-end à Dubaï, fête sur des yachts, appartements chics à Genève, gagne la confiance de Véronique et d'environ 70 victimes via une pyramide de Ponzi. Robert, avec son sourire désarmant et ses promesses d'investissement sécurisés, semble être un homme d'affaires fiable, soutenu par des références apparemment solides. Il parle de projets grandioses, de rendements garantis, et séduit par son aisance dans les cercles huppés. Véronique, qui avait épargné pour son avenir et Grain d'Avenir, est trahie. Elle lui confie une partie de ses économies, croyant soutenir ses projets humanitaires tout en sécurisant sa retraite. Lorsque le schéma s'effondre, un investisseur ruiné alerte la police. Les autorités découvrent l'ampleur de la fraude, entre 8 et 15 millions d'euros détournés, selon le Parisien. Robert est arrêté en mai 2019, mais le mal est fait. Certaines victimes, comme un homme vivant dans sa voiture ou un autre incapable de payer son traitement anti-cancé, sont dévastées. Véronique, bien que gardant la somme perdue secrète, confie que cette trahison va au-delà de l'argent, c'est une violation de la confiance. Elle revoit les moments passés avec Robert, ses promesses, ses regards complices, et se sent trahie non seulement financièrement, mais humainement. Pourtant, fidèle à sa philosophie bouddhiste, elle refuse de s'endurcir. Préserver ma bienveillance est plus important que l'argent, dira-t-elle, puisant dans la méditation pour surmonter cette épreuve. Elle passe des heures en méditation, cherchant la paix dans la nature, refusant de laisser la colère la consumer. Là où d'autres auraient succombé, Véronique Jeannot choisit de continuer à rêver. Son livre, Le présent est mon refuge, partage sa philosophie, vivre l'instant, accepter l'imprévisible. Écrit avec une plume sincère, ce livre devient un guide pour ceux qui cherchent un sens dans le chaos. Installée dans le Var, entourée de la nature et de sa chienne Sheila, elle adopte un mode de vie simple, refusant les artifices d'une jeunesse plastifiée. Le yoga, les vitamines et la méditation nourrissent son corps et son âme. Chaque matin, elle pratique des salutations au soleil, trouvant dans ses gestes une harmonie qui apaise ses blessures. Elle continue de jouer, apparaissant dans Demain nous appartient sur TF1 ou sur scène dans un atelier pour deux. Des millions se souviennent de Joël Mazar, lui écrivant pour dire combien ses rôles ont changé leur vie. Véronique chérit ses lettres, qu'elle conserve précieusement, voyant en elles la preuve que son art a un sens profond. Toujours curieuse, elle rêve de nager avec les baleines ou de rencontrer des gorilles. Ses aspirations, partagées dans des interviews, reflètent son désir de rester connectée à la beauté du monde.
À quoi bon sauver son corps si l'on ne sauve pas son âme, confie-t-elle. Son regard, forgé par des décennies de perte et de renaissance, est clair. Garder le cœur ouvert, c'est trouver un chemin. Quelle partie du parcours de Véronique vous inspire? Partagez vos pensées dans les commentaires. Likez, abonnez-vous à Infinite Star et partagez pour plus d'histoires. Regardez la prochaine vidéo pour une autre légende. À bientôt!